Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Parentalité, on en parle. Je suis Cécile Simoneau, consultante en parentalité, coach en développement personnel. Et nous allons être ensemble pour une petite heure dans cette émission dans laquelle on prend le contre-pied des sujets de parentalité afin d'aborder avec humour le quotidien des familles. J'en profite pour remercier Clara Vignier, ma conseillère en images de l'entreprise À ton image. Pour cette première émission, nous allons parler du burn-out parental et nous avons une invitée, Anna Pérez, que je vais laisser se présenter. Bonjour Anna. Bonjour Cécile, merci beaucoup de m'avoir invitée avec vous. Je suis Anna Pérez, je suis conseillère en organisation professionnelle et familiale et j'accompagne les femmes dans leur meilleure réalisation entre leur vie personnelle, familiale et professionnelle. D'accord, bienvenue Anna, merci d'avoir accepté mon invitation. Alors aujourd'hui, moi j'aimerais qu'on réponde à la question comment être sûr de faire un burn-out parental, car il y a seulement un parent sur 10 qui fait un burn-out au quotidien et je trouve que c'est beaucoup trop peu. J'aimerais vraiment que ce chiffre augmente. Donc j'ai préparé quelques questions et si vous êtes d'accord d'y répondre, on va pouvoir ainsi aider les parents à faire le plus possible de burn-out. Pour commencer, je vais vous demander tout simplement quelle est la définition du burn-out parental. Merci Cécile pour cette question. Alors, le burn-out parental, c'est un syndrome qui est multifactoriel, mais qui se traduit, qui repose à travers un stress chronique. Et donc, on peut le détecter lorsqu'il y a plusieurs composantes qui sont réunies. L'épuisement, le manque d'énergie et le manque de motivation. Et vous avez raison, c'est un syndrome qui peut-être pourrait concerner encore plus de familles. Super, merci Anna. Et est-ce que vous arrivez à identifier l'ingrédient vraiment indispensable au burn-out? Est-ce qu'il y a vraiment un élément qu'on pourrait mettre en place dans notre vie pour être sûr d'aller vers un burn-out? Absolument Cécile. Bien qu'il soit multifactoriel, le burn-out ne peut s'effectuer sans qu'il y ait un manque important de repos. L'idée étant d'aller vers un épuisement général, à la fois physique et psychique. Donc je recommanderais à tous les parents qui souhaitent faire un burn-out de qualité de commencer par diminuer leur temps de repos, que ce soit la nuit, par des nuits raccourcies ou hachées, que du temps de repos dans la journée. D'accord, ça c'est déjà une bonne piste, effectivement je sens qu'elle peut nous être très utile. Et j'ai entendu dire que le perfectionnisme, à la fois dans notre parentalité, mais même de façon générale, pourrait augmenter nos chances d'aller vers un burn-out rapidement. Vous confirmez ? Je vous confirme ça, Cécile. Le perfectionnisme, c'est l'art de se préoccuper des petites choses qui n'ont pas forcément de valeur et pourtant d'y consacrer une grande partie de notre énergie. D'accord. Et donc ça, on est d'accord que ça va bien contribuer, car ça va vraiment créer une charge mentale, c'est ça, au sein de la famille, au sein de tous les membres de la famille, et ça va faire une tension globale qui va nous aider au burn-out. Hein. C'est bien ça, si je comprends. Absolument. Donc le perfectionnisme, on peut le décliner sur différents plans de notre vie. Ça peut être au niveau du travail, donc en essayant de répondre aux exigences de notre employeur, si on est salarié par exemple, à toujours faire mieux que ce qui est attendu. Souvent, on a l'impression que le travail que l'on effectue est aussi une représentation de qui nous sommes. Donc, faire un travail de qualité, c'est aussi montrer que nous sommes une personne de qualité. Donc, toujours aller dans le petit détail, dans le petit plus, qui nous fera passer la grande majorité de notre temps sur des choses qui sont de moins grand intérêt que la normale. D'accord. Et donc vous parliez là côté travail et le perfectionnisme côté parentalité. Vous pouvez nous en dire un peu plus aussi en quoi ça consiste vraiment et qu'est-ce que ça va avoir comme impact dans le processus? Merci pour cette question. C'est vrai qu'il ne faut pas négliger le côté parentalité puisque c'est un pan de notre vie où il est possible d'être très perfectionniste avec nos enfants notamment. Alors il est important d'avoir chez soi une longue liste de règles à appliquer et qu'on va demander aux membres de notre famille de suivre scrupuleusement. Et on pourra prendre à cœur à ce que dès qu'il y a des règles qui ne sont pas suivies, d'y consacrer toute l'attention, éventuellement un petit peu d'énervement ou de frustration. L'idée dans le burn-out étant d'aller toujours dans la surcharge mentale et toujours dans des pensées ou des réactions un petit peu négatives. D'accord, ok. Et au niveau de notre vie sociale,
Quels seraient vos conseils vraiment de réorganisation de notre vie sociale pour aller rapidement vers un burn-out? Parce que moi, je suis vraiment dans un souci d'efficacité, de rapidité pour atteindre cela. Qu'est-ce que vous pourriez nous conseiller concernant donc, notre vie sociale? Vous avez raison de parler de rapidité, parce que parfois un burn-out peut mettre de longs mois, plusieurs années même, à se mettre bien en place. Donc en plus du manque de repos, en plus de la perte d'énergie qu'on va essayer de cumuler chaque jour au quotidien, en plus de ce perfectionnisme où on va aller s'attarder sur plein de petits détails et à créer ce sentiment un peu de frustration au quotidien, il est important de s'éloigner de toutes les personnes qui pourraient être des personnes ressources, des personnes soutien et qui pourraient peut-être nous ramener un petit peu vers un chemin plus positif. Donc, bien s'éloigner des proches, des parents, des amis, qui sont des personnes plutôt qui sont dans l'écoute, dans le soutien, dans la compréhension, dans la bienveillance. Et ensuite, après s'être isolé des personnes bienveillantes, aller plutôt chercher le contact social avec des personnes qui sont plutôt dans la critique, dans le jugement, des personnes qui ne nous apprécient pas forcément pour qui on est, mais qui voudraient nous faire évoluer ou changer. D'accord. Mais des fois, le problème des personnes bienveillantes, c'est qu'elles vont insister quand même pour rester, même si nous, on veut s'en séparer. Si la personne, elle insiste pour être à nos côtés, qu'est-ce que vous conseillez pour être sûr de l'éloigner de notre vie, qu'on puisse faire tranquillement notre burn-out sans être perturbé, quoi? Ben, vous avez raison, Cécile, parce que tout le monde, finalement, a quelqu'un dans son entourage qui est un petit peu préoccupé par notre santé ou notre bien-être. Alors, à cela, c'est assez simple. On essaye de couper littéralement tout contact et toute communication avec ces personnes. Ainsi, pas de distraction, pas de temps pour soi-même, pas de temps avec des amis ou de la famille qui serait soutenante. D'accord, donc si je résume vos propos, même si des personnes voudraient nous éviter ce burn-out, vraiment l'option principale c'est de s'isoler socialement, c'est ça, de surtout pas parler de ce qu'on est en train de mettre en place pour aller vers ce burn-out et de, si possible, s'entourer de personnes assez critiques, assez cassantes dans leurs propos. Ça peut vraiment nous aider à y aller, quoi. C'est bien ça, hein? Oui, effectivement. L'intérêt de s'isoler et de se mettre en retrait d'une vie sociale, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux. Et ça peut complètement remplacer la vie relationnelle telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est intéressant de se connecter sur les réseaux sociaux, d'avoir différents profils pour pouvoir aller aussi regarder chez les autres comment ça se passe, se comparer, voir à quel point chez les autres ça se passe bien alors que chez nous ça se passe mal. Ça c'est un bon booster. Et également être toujours à l'affût des notifications, des messages qui peuvent arriver, de toujours être connecté en fait à ce monde un peu virtuel. Ce que j'entends, c'est un peu être vraiment dans l'immédiateté, un peu dans l'asservissement finalement des réseaux sociaux, donc vraiment toujours avoir un maximum de réactivité vis-à-vis des sollicitations et de vraiment activer toutes ces notifications, c'est très important pour être sûr. Et ce que vous me dites, ça me fait penser un peu quand même que des fois les réseaux sociaux, ça peut impacter sur la culpabilité. Est-ce que vous pensez que ça, on pourrait s'en servir aussi pour aller vers un burn-out? La culpabilité, ça peut être un levier? Absolument, Cécile. Alors là, vous touchez dans le mille. La culpabilité, c'est un ingrédient vraiment très intéressant. Il y a la culpabilité qu'on peut s'imposer à soi-même et également la culpabilité que peuvent nous renvoyer les autres. Concernant l'image qu'on peut avoir de soi, c'est quand même assez facile finalement de décider que tout ce qu'on entreprend, on aurait pu mieux faire, d'aller voir là où on a pu faire des erreurs, ou là où on n'a pas été assez performant, où on a les choses qu'on a faites ou qu'on a dites, qu'on aurait pu mieux faire ou mieux dire. Si je comprends bien, c'est vraiment mettre son attention sur tout ce qui est négatif, tout ce qui est mal fait, entre guillemets, tout ce qui est... ou tout ce qui n'a été pas fait. C'est bien ça, si je comprends, c'est vraiment ça. Ça va être un gros levier pour augmenter la culpabilité qui va créer un stress, si je comprends bien, c'est ça. Et ce stress qui va nous aider à faire un burn-out rapidement. Vous avez tout compris, Cécile.
on parle bien de stress chronique. Donc il faut alimenter ce stress au quotidien, si possible. C'est ça, si possible depuis le moment où on met le pied en dehors du lit jusqu'au moment où on se couche. Alors, vous parlez un peu de stress quotidien. On n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, mais est-ce que vous pensez aussi qu'on pourrait avoir un petit bonus en choisissant soigneusement notre alimentation, notre hygiène de vie en général? Est-ce que si par exemple, on consomme de l'alcool régulièrement, qu'on fume ou des choses comme ça, est-ce que ça pourrait nous aider ou même au niveau de l'alimentation? Est-ce que vous aurez des petits conseils pour être sûr d'avoir un stress vraiment presque inépuisable, quoi? Écoutez Cécile, vous ne pouviez pas mieux tomber, puisqu'effectivement, on sait maintenant qu'une alimentation déséquilibrée est parfaite pour venir déséquilibrer le rythme et l'énergie au quotidien. Donc on recommandera aux parents qui veulent faire un burn-out vraiment de qualité aux petits oignons, comme on dit, de s'orienter vers une alimentation très grasse, très sucrée, très salée, avec beaucoup de perturbateurs endocriniens. Et cela, en fait, va venir de façon insigneuse rajouter à tout ce cocktail de stress dont on a pu discuter jusqu'à maintenant. D'accord, donc si je résume les ingrédients d'un bon burn-out vraiment solide, quoi, et surtout sur la durée, ça serait donc beaucoup de fatigue, c'est ça, si j'ai bien compris, un maximum de stress, donc que ce soit au travers du stress qu'on peut se créer par le perfectionnisme, que ce soit au travers du stress par notre entourage social, c'est bien ça, et aussi par la culpabilité qu'on peut avoir au quotidien, en se comparant à des personnes qui apparaissent comme parfaites ou en s'imaginant que chez les autres tout se passe bien ou des choses comme ça peut alimenter. Et puis effectivement, la cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire, c'est vraiment d'ajouter une hygiène de vie vraiment le moins de bonne qualité, le minimum de nutriments, de vitamines, hein, c'est ça, que des produits transformés, la plupart du temps, c'est ça, des aliments très blancs, dans le sens beaucoup de sucre raffiné, des farines aussi. C'est bien ça, hein, j'ai bien compris. D'accord, super. Bon, je pense qu'avec ce cocktail, on a pu aider les parents qui voulaient vraiment faire un burn-out à avoir une vision très claire de ce qu'il fallait rechercher. Maintenant, on va passer à la rubrique des questions-réponses de la communauté. Première question que vous m'avez posée en préparation de l'émission, donc au travers des réseaux sociaux. La première question est de Aline qui demande « Peut-on faire un burn-out sans le savoir ?» Alors, merci Aline pour cette question, et très pertinente car effectivement la plupart des burn-out ne sont pas du tout conscientisés et peuvent même parfois être conscientisés plusieurs mois, voire plusieurs années après, lors d'une discussion avec une personne, ou lors d'une lecture, ou un peu d'une prise de recul sur notre vie, et d'identifier finalement une période que nous avons traversée comme ayant tous les symptômes du burn-out, et finalement être ressorti de ça, y être entré et ressorti sans avoir même pris conscience du processus que nous venions de traverser, et donc sans forcément avoir pu en tirer les leçons en adéquation. Deuxième question de Christelle. Christelle qui nous demande comment aider quelqu'un qui fait un burn-out à en prendre conscience. Alors ça, c'est une question assez délicate. C'est vrai qu'il peut nous arriver dans notre entourage d'observer une personne regroupant tous les symptômes du burn-out. Donc on l'a vu avec notre invité, l'épuisement, le manque de motivation, le stress permanent, et de vouloir l'aider à en sortir, et que la personne soit un peu dans le déni non seulement, et un peu dans le refus de tout soutien. Et donc comment faire? Alors la première chose, c'est le plus subtilement possible l'aider à se reposer, l'aider un peu à prendre du recul, prendre du temps pour elle, avec des amis éventuellement. Peut-être éventuellement prendre le relais aussi sur certaines tâches de son quotidien, si on peut garder ses enfants par exemple, ou se cotiser pour lui apporter une aide ménagère ou je ne sais quoi. Et on peut éventuellement aussi lui offrir un livre, on en parlera dans la prochaine rubrique, un petit livre sur le burn-out. Et voilà. Et de toute façon, il faudra beaucoup de présence, beaucoup de patience, et aussi ne
se rappeler que si la personne est dans son burn-out, nous ne sommes pas responsables de ça. Donc, faire ce qu'on peut, mais pas nous-mêmes nous mettre dans ce stress parce que nous n'arrivons pas à l'aider. Ça, c'est important aussi, Christelle. Même si vous voulez aider une amie ou une sœur, je ne sais pas, vous n'avez pas précisé, de ne pas vous-même vous créer ce stress qui ne ferait qu'accentuer finalement cette situation. Maintenant, une question de Mylène. Comment sortir du burn-out? Tout simplement. Très bonne question, Mylène. Eh ben, un peu par rapport à ce qu'on a vu avec notre invité, eh ben, commencez par vous reposer un maximum. Il y a un outil qui peut être très efficace pour se reposer. Ce sont vraiment les micro-siestes. C'est-à-dire que sur votre lieu de travail ou lors d'une journée à la maison ou je ne sais quoi, instaurez un temps dans lequel vous allez vraiment mettre de côté vos préoccupations professionnelles ou personnelles. Donc mettre votre portable sur silencieux, couper votre ordinateur, fermer votre porte si c'est possible et de vous programmer en fait 15 à 20 minutes de sieste. Pas plus, pas moins. Dans le sens où c'est vraiment une zone de sommeil ultra réparateur qui va vous permettre à peu près de retrouver l'énergie que vous auriez eue en 2 heures de sieste normale. Donc on se met dans des conditions le plus calmes possible. On peut se créer un petit rituel aussi de micro-sieste. Donc par exemple à heure fixe tous les jours. On peut se mettre une musique douce, on peut éventuellement mettre une huile essentielle qui va nous détendre. Ça peut être comme la bergamote, la lavande pour les plus connus, mais évidemment il y en a plein d'autres. Et vraiment se créer ce petit rituel de micro-sieste et dans lequel, même si au début nous n'allons pas forcément réussir à dormir, nous permettra au moins de nous déconnecter, de reposer notre cerveau pour se recharger et aborder un peu plus sereinement la suite de la journée. Vous pouvez aussi, éventuellement, si vous n'avez pas cet espace dans votre lieu professionnel, tout simplement vous mettre dans votre voiture et avant d'aller récupérer vos enfants et par exemple d'enchaîner suite à votre journée de travail, votre deuxième journée à la maison avec la famille, prendre ce temps en voiture, d'écouter une méditation, d'écouter une musique qui vous fait du bien ou de faire un petit trajet à pied vraiment pour avoir une coupure. Vraiment, un des secrets pour sortir le burn-out, c'est le mot coupure, pause, prise de recul aussi sur la situation pour petit à petit mettre des micro-changements en place pour progressivement changer l'ambiance familiale et puis quotidienne, quoi. Voilà, Mylène, j'espère que j'ai répondu à votre question, que ça vous aidera à sortir du burn-out si cela vous concerne. Et enfin, nous avons une question de Marie qui nous dit « Je fais un burn-out et je ne parviens plus à m'occuper de mes enfants. Que faire ?» Alors ça, c'est encore aussi... Alors déjà, bravo Marie d'avoir pris conscience d'être en burn-out et d'oser dire haut et fort, plus ou moins, que vous ne sentiez plus en capacité de vous occuper de vos enfants, car c'est déjà la preuve que vous avez fait un pas vers la sortie du burn-out, car tant qu'on est dans le déni, de toute façon, nous ne pouvons pas faire ce cheminement-là. Donc, tout simplement, s'entourer de personnes bienveillantes et surtout soutenantes qui vont pouvoir nous aider à prendre le relais, à nous reposer, à aussi vider notre sac émotionnel, c'est-à-dire pouvoir partager sans recevoir forcément de conseils ni de jugements, partager ce que nous vivons, ce que nous ressentons, la charge mentale qui s'est accumulée au fil des mois ou des années, que ce soit personnel, professionnel, parce que souvent le burn-out c'est quelque chose de multifactoriel, comme a pu nous le dire Anna, et qu'il est rare qu'un burn-out parental ne soit que lié à notre parentalité. Ça peut arriver, mais c'est souvent pas ceux qui vont être le plus flagrant. C'est souvent quand il y a à la fois un mal-être qui peut être professionnel, qui peut être aussi dans notre vie sentimentale et dans notre vie de parents, que l'on soit maman ou papa, les deux peuvent arriver. Donc, prendre un peu de recul aussi, Marie, sur toutes les sphères de votre vie. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, et un peu voir à quel niveau vous avez une influence, réfléchir à votre zone d'influence et qu'est-ce que vous pourriez mettre en place comme micro-changement pour petit à petit en sortir. Et c'est seulement quand vous aurez atteint un certain stade que vous pourrez à nouveau vous occuper de vos enfants sereinement. Et de pouvoir leur dire aussi que si vous n'êtes pas capable de vous occuper d'eux sereinement, ce n'est pas de leur faute.
Ça, c'est important qu'ils l'entendent quand même. Dans le processus de réparation, c'est quelque chose qu'il va falloir répéter à plusieurs reprises, j'ai envie de dire. Et plus vous serez dans une verbalisation de ce que vous sentez, de ce que vous vivez, et non seulement les autres conjoints, enfants, collègues, amis pourront mieux vous comprendre et mieux vous accompagner, vous soutenir, c'est vraiment ça dans ce processus pour ressortir du burn-out, mais aussi vous-même, le fait de pouvoir mettre des mots sur ce que vous vivez, c'est prendre conscience et du coup prendre le contrôle là-dessus et petit à petit, sortir du processus et surtout ne plus y revenir, bien sûr, parce que ce n'est jamais une période très, très agréable. Voilà Marie, j'espère que je vous ai assez répondu pour vous permettre de reprendre du poil de la bête, comme on dit, et puis de retrouver une sérénité et un plaisir justement à être avec vos enfants. Je voudrais ajouter, la question de Marie me fait penser à quelque chose que j'ai souvent entendu en tant que consultante en parentalité. Ce sont des parents qui font un peu un burn-out de la parentalité positive. Il y a tellement d'injonctions à être un parent serein, un parent bienveillant, un parent qui respecte les besoins de ci et de ça, que finalement, une énorme culpabilité qu'il se crée et qui va vraiment faire l'effet inverse, c'est-à-dire un rejet de tout outil qui, de près ou de loin, s'apparente à cette fameuse parentalité positive dont on parle tant. Et Marie, dans ce que j'entends un peu dans votre question, il y a peut-être quand même un peu de ça. Et se rappeler que d'être un parent heureux, un parent bienveillant, ça n'est pas être toujours de bonne humeur. C'est au contraire être OK aussi que malgré nos démarches de vouloir évoluer, mieux comprendre, nous adapter, etc., mais il y a des jours où on n'est pas capable. Et c'est pas pour ça que nous sommes un mauvais parent. C'est pas parce qu'un jour ou une semaine on a été désagréable que nous sommes un mauvais parent. Ça, c'est vraiment important de se le rappeler. C'est la démarche globale qui compte. Si une fois qu'on a crié ou qu'on a été désagréable consciemment avec notre enfant et que suite à ça, nous sommes allés voir l'enfant dans une démarche de réparation, d'écouter l'émotion que lui a ressentie, de nous excuser et de verbaliser aussi auprès de l'enfant ce que nous avons vécu. Et petit à petit, dans ce processus, d'anticiper ses réactions en verbalisant, en disant à notre enfant « Là, nous avons essayé ça et ça et ça comme solution. Tu n'es réceptif à rien pour le moment. Je n'ai plus de ressources. Je sens que ma patience arrive à ses limites. La prochaine option que moi, il me reste, c'est la colère ou la punition ou le chantage parce que je me sens en fait désemparée. » C'est vraiment ça qui va vous aider, vous et votre enfant, à faire évoluer justement ce quotidien familial. Donc voilà, j'espère que Aline, Christelle, Mylène et Marie, au travers de ces réponses, vous aurez des outils pour avoir une vie plus sereine en tant que mère. Si des papas regardent cette émission, je vous invite aussi pour la suite à venir poser vos questions parce que moi ça m'intéresse aussi beaucoup d'avoir votre propre ressenti, vos propres interrogations en tant que père et en tant qu'homme par rapport ne serait-ce qu'à votre place dans tout ça. Je suis consciente qu'aujourd'hui, beaucoup de mères prennent énormément de place dans la parentalité, dans le quotidien des familles, et qu'il n'est pas forcément évident pour un papa de trouver justement sa juste place, soit trop, soit pas assez. On est beaucoup dans le reproche en tant que maman, puisqu'en mode quand même beaucoup de protection des enfants. Et en tant que maman consciente de cela, je m'en excuse envers vous, parce que c'est pas toujours adroit. Mais si nous sommes tous conscients que nous sommes dans une démarche d'apprendre le métier de parent et que nous sommes dans une démarche solidaire et indulgente, je suis persuadée que tous ensemble, on va pouvoir y arriver pour le bien-être de tous. Une autre question, cette fois de Héloïse, qui nous dit « Je manque de confiance en moi et je me sens épuisée en permanence. Est-ce que je fais un burn-out » Alors, effectivement, ça pourrait y ressembler seulement parce que ce sont deux critères assez fréquemment retrouvés dans le burn-out. Malheureusement, ce n'est pas aussi simple que ça. Sans plus d'informations, c'est difficile de vraiment poser entre guillemets un diagnostic. En tout cas, je vous invite, Héloïse, à vous poser cette question. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous avez toujours été comme ça?
Depuis quand en fait vous vivez ça? Et c'est plus cette réponse-là qui va vous aider à vraiment identifier si c'est un burn-out ou pas que vous vivez. Car le manque de confiance, on peut passer sa vie sans avoir confiance en soi, c'est pas pour ça qu'on passe sa vie sous burn-out, heureusement. Et on peut aussi être épuisé pour d'autres raisons. Et puis il y a des personnes qui peuvent faire des apnées du sommeil, ou ça peut être des désordres d'ordre médicaux, on va dire, et qui ne sont pas forcément liés directement à un burn-out. Le plus simple est de se poser la question, donc, depuis quand je suis dans cet état-là de manque de confiance en moi et d'épuisement global? Si la réponse est inférieure à quelques mois, c'est probablement un burn-out, puisque ce sera la résultante d'une situation à plus ou moins long terme. Si la réponse remonte à depuis toujours, ça n'est probablement pas un burn-out, justement, c'est quelque chose de plus global. Et dans ce cas-là, je vous invite à plutôt soit consulter une naturopathe ou même des médecins pour faire peut-être même un bilan sanguin sur votre état global, votre équilibre global médical. Et puis même, peut y avoir des études aussi sur la qualité de votre sommeil. Et j'ai rencontré, moi, beaucoup de mamans en consultation en parentalité qui ont découvert, suite à mon accompagnement, qu'en fait, leur trouble du sommeil n'était pas lié à leur parentalité à proprement parler, mais parce qu'elles faisaient des apnées du sommeil. Et qu'en fait, en ayant fait le tour de ce qui pouvait être lié à leurs enfants et n'ayant pas trouvé vraiment de piste de ce côté-là, sont allées explorer justement le côté plus médical, et c'est là qu'elles ont trouvé leur réponse. Et ça ne s'appelle pas un burn-out. Bien que, on l'a vu donc avec Anna, ça peut y contribuer et vraiment être un facteur qui va vraiment augmenter vos chances de faire un burn-out. Donc, bien sûr qu'il faut s'en occuper, mais ces deux critères seuls ne peuvent pas spécifiquement faire dire que vous êtes ou pas en burn-out. Un autre moyen aussi de savoir un peu, c'est de demander à votre entourage extérieur comment eux le ressentent. Est-ce qu'ils vous ont vu changer de comportement, devenir plus agressif, moins disponible, etc. Même à vos enfants, votre conjoint, votre partenaire de vie. Ça peut être donc un peu d'interroger votre entourage sur ce que eux ressentent et pas forcément que nous de l'intérieur, car nous n'avons pas forcément le recul nécessaire dans ce genre de moment, la lucidité en fait, pour mettre vraiment des mots sur ce que nous vivons ou sur ce que nous faisons. Et c'est souvent le principal problème d'ailleurs, c'est ce manque de conscience de l'impact qu'on peut avoir dans la vie des autres qui va créer des blessures et sans les identifier, on ne pourra pas aller les réparer et donc ça va être après un cercle vicieux. Donc voilà. Explorez le côté médical, demandez à votre entourage aussi ce qu'ils en pensent. Et puis aussi tout simplement, comme je le disais tout à l'heure, la réponse de Mylène, lisez des livres sur le burn-out qui vont vraiment vous donner tous les paramètres, tout le contexte global du burn-out dans toute sa complexité, parce que 10 personnes différentes pourront avoir 10 configurations de burn-out différentes. Il y en a, ça peut être lié à un problème professionnel, avec une hiérarchie par exemple avec laquelle nous ne sommes pas en accord, ou par rapport à notre métier directement avec lequel nous ne sommes plus en phase, et dans ce cas-là c'est plus une reconversion professionnelle qui va nous aider à sortir. Ça peut être, donc on l'a vu au niveau santé, ça peut être au niveau de notre couple, qui va rejaillir aussi sur la relation que nous allons avoir avec nos enfants. Je veux dire que il n'y a pas une réponse, donc lisez, écoutez des podcasts, regardez des vidéos, questionnez votre entourage sur comment ils le ressentent. Et voilà, surtout, je pense que la grosse réponse, vous l'aurez depuis quand je suis dans cet état-là. Avec la petite précision, et ça c'est ma petite casquette de coach qui va vous répondre de ce côté-là, il y a des profils neuroatypiques, donc des personnes qui ont un fonctionnement cérébral, pour lesquels le manque de confiance en soi fait partie un peu du package. C'est-à-dire que selon les profils neuroatypiques qu'on peut avoir, le manque de confiance en soi est quelque chose avec lequel il faut apprendre à vivre et avec lequel il va falloir apprendre même à le transformer en force plutôt que comme une tare. Et du coup, un peu retourner la situation à son avantage. Et déjà, en éliminant ça, si vous voyez que votre santé globale s'améliore, c'est que vous n'étiez pas forcément en burn-out et que c'était juste
un manque de connaissance de qui vous êtes vraiment, de votre façon de fonctionner, et aussi de la façon de retourner la situation pour en tirer tous les bénéfices de ce fonctionnement cérébral atypique, comme on entend de plus en plus parler. Voilà pour la réponse, Héloïse. J'espère que ça vous aura apporté des éléments pour vous sentir mieux. Place maintenant à la rubrique du coach pour ceux qui veulent justement éviter le burn-out. C'est parti! Alors, suite à cette première partie avec notre invité, nous allons maintenant voir ceux qui veulent plutôt éviter le burn-out, quand même leur donner quelques pistes et avoir une petite synthèse donc, de ce qu'il faut viser. Donc la première chose, donc on l'a vu avec Anna, reposez-vous un maximum et adoptez une hygiène de vie saine. Intégrez un maximum d'aliments non transformés dans votre quotidien. Plus les choses seront simples et issues directement de la terre ou voilà. Et en fait, en général, mieux c'est. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose. Pour se reposer, on l'a vu, c'est à la fois la nuit, mais aussi la journée. Dans notre rythme professionnel, surtout du coup, Anna. S'il y en a un enfant qui, par exemple, ne fait pas ses nuits, c'est l'enfant qui va venir du coup interrompre nos nuits. Est-ce que Anna, vous auriez quelque chose à partager avec ses parents pour qu'ils puissent se reposer malgré ça? Oui, Cécile, effectivement. Alors, on est beaucoup, et moi-même d'ailleurs, j'ai été confrontée à avoir des enfants qui se réveillent plusieurs fois par nuit. Et dans ces cas-là, je pense que la meilleure stratégie à adopter, c'est dans un premier temps d'essayer de trouver une solution à cette situation. C'est-à-dire de conscientiser qu'il existe des possibilités pour amener l'enfant à faire des nuits plus paisibles. Donc vous l'avez dit, ça peut être de communiquer avec l'enfant sur notre besoin, d'avoir des nuits non entrecoupées, des nuits entières, et que cela aussi nous permet d'avoir plus d'énergie et plus de disponibilité pour répondre à ses autres besoins. On peut également envisager d'aller voir des professionnels qui vont nous aiguiller sur comment accompagner notre enfant dans cette étape qui est finalement également une étape d'apprentissage de l'enfant, et puis d'être extrêmement bienveillant avec soi-même, ne pas se préoccuper des injonctions de la société qui sont très nombreuses et qui, dès les quelques mois de l'enfant, nous imposeraient qu'il fasse ses nuits. Et donc, dans un premier temps, accepter la situation. Et puis, si on voit que ça nous impacte dans notre quotidien, dans notre travail ou dans nos relations avec les autres, à ce moment-là, en parler avec un professionnel qui saura, en toute bienveillance, nous apporter des solutions si nous-mêmes, on ne les voit pas à l'instant T. D'accord, merci Anna. J'ajouterais aussi au conseil d'Anna de passer le relais. Si la nuit, vous n'arrivez pas forcément à gérer et que vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui peut de temps en temps prendre le relais, n'hésitez pas à le faire, car c'est parfois une question plus ou moins de survie émotionnelle quand même, selon ce qu'on peut traverser. Petite anecdote personnelle, j'ai un petit garçon qui s'est réveillé 8 fois par nuit entre 0 et 18 mois. Donc sachez que croyez bien que je sais de quoi je parle. Donc passez le relais un maximum. Et puis comme l'a dit Anna, allez voir des professionnels, surtout ouvrez-vous à ce qui peut se proposer. Ça peut être aussi en naturopathie, en homéopathie. Il peut y avoir même les ostéopathes qui peuvent aider les enfants à retrouver un équilibre dans leur sommeil. Donc, continuez d'explorer tant que vous n'avez pas trouvé la solution. Le sommeil, c'est vraiment la base d'une vie sereine quand même, même professionnellement. Et je rajouterais, Cécile, qu'en attendant que notre enfant fasse ses nuits, de se faciliter un maximum le quotidien. Et notamment la nuit. On dit souvent qu'il faut que l'enfant ait une chambre séparée dans laquelle il doit apprendre à dormir. Pour les enfants qui se réveillent plusieurs fois par nuit et pour lesquels la mère doit se lever du lit, aller dans la chambre de l'enfant, essayer de le rendormir et ensuite revenir dans son lit, il existe des alternatives comme le cododo ou dormir ne serait-ce que dans la même chambre qui peuvent être une solution temporaire avant que l'enfant fasse ses nuits. D'accord, merci pour ça. J'espère que ça aidera de nombreux parents, car je sais à quel point le sommeil dans la famille, ça peut être un sujet délicat. On en parlera probablement plus tard dans cette émission plus en détail.
Le deuxième point, donc, pour ceux qui veulent vraiment éviter le burn-out, ça sera vraiment de se remettre au centre de ses priorités, arrêter de se plier en quatre pour les autres. Ça n'a rien à voir avec l'amour qu'on va leur porter, mais justement de respecter nos besoins, de les faire entendre aussi, tout en écoutant ceux des autres, mais en disant que nous aussi, nous avons des besoins de repos, de respect, d'alimentation, de tranquillité aussi. Donc, remettez-vous au centre de vos priorités, prenez au moins 1 heure par semaine pour faire du sport, pour aller voir des amis, et au moins un quart d'heure par jour pour vous détendre. Ça peut être au travers d'un coloriage, d'une musique, de la danse, quel que soit le biais, quelque chose qui vous fait du bien. Une activité manuelle est souvent très efficace pour libérer ses émotions en toute douceur, et puis aussi le contact avec la nature régulier va vous aider à vous recentrer assez facilement. Et puis pour le coup ça ne coûte rien, donc profitez-en, abusez-en. Le troisième point, donc, ça serait vraiment d'apprendre à se connaître et à se respecter et se faire respecter dans ses valeurs. Donc, très en lien avec la confiance en soi, apprenez vraiment à savoir qui vous êtes, à savoir ce que vous voulez dans la vie et arrêter ce fonctionnement en mode robot, en mode citoyen modèle dans la norme où on va en fait juste se laisser porter par tout ce que les autres voudraient que l'on soit sans avoir forcément conscience de qui on est, de ce que l'on veut vraiment faire de notre vie, car de façon très subtile, ça va s'infiltrer dans notre subconscient, je dirais, et venir alimenter un stress très profond, en fait, je dirais, et qui va en permanence nous faire ressentir comme une petite sensation, il y a quelque chose qui cloche, mais pas vraiment identifier quoi. Et après, ça peut ressortir d'un coup, selon les personnes. Alors, il y en a on parle beaucoup de la crise de la quarantaine. Moi, je n'y crois pas. Je pense que la crise de la quarantaine n'est rien d'autre qu'une accumulation de ces frustrations, d'avoir l'impression de passer un peu à côté de sa vie. Et que si on prend vraiment les choses en main dès aujourd'hui et qu'on met en place progressivement des pierres pour aller vers le changement de quelque chose qui nous fera du bien, vous éviterez non seulement un burn-out, mais toute crise qui peut être liée à soi-disant l'âge, les hormones ou je ne sais quoi. Le quatrième point, donc on en a un peu parlé, c'est vraiment bien s'entourer. Ça peut être des professionnels, comme l'a dit tout à l'heure Anna, qui peuvent nous aider donc à prendre du recul et à découvrir d'autres outils d'organisation. Donc des personnes comme Anna par exemple, dont c'est le métier de permettre aux personnes de gagner en efficacité, vraiment d'aller à l'essentiel, d'atteindre ses objectifs, que ce soit pro ou perso. Donc Anna, je rappelle, est vraiment sur l'équilibre entre les deux. Elle accompagne plus les entrepreneuses donc sur leur partie professionnelle, mais ça va de pair avec leur équilibre personnel. Et donc voilà, des personnes comme ça qui peuvent être précieuses. Si c'est aussi dans votre relation avec vos enfants que le stress se crée et vous alimente, il y a des consultants en parentalité, il y a des personnes, des associations même, qui œuvrent dans ce sens, qui peuvent vous soutenir, des cercles de parole. Vous allez pouvoir rencontrer d'autres parents qui vont vraiment vous aider à comprendre le processus mis en place, en fait que finalement l'enfant a le comportement qui n'est autre que la conséquence qu'un comportement qu'on a pu avoir par le passé. Et le fait de prendre un peu de recul sur tout ça va souvent aider à nous-mêmes fonctionner autrement, à inculquer d'autres outils, d'autres valeurs dans la famille et nous permettre d'aller tout de suite à beaucoup plus de sérénité, plus de respect mutuel. Et enfin, le dernier point, je dirais, c'est de ralentir son rythme de vie global, à la fois en termes d'intensité, de consommation, de cette course toujours plus vite, toujours plus loin, toujours plus en fait. On est vraiment été beaucoup éduqués là-dedans et vraiment, il y a de plus en plus ce mouvement slow life et sans tomber dans l'extrême non plus, parce qu'il faut aussi se respecter dans sa personnalité. Mais quand même, à se dire que c'est pas parce qu'on fait moins vite, c'est pas parce qu'on fait moins que c'est forcément moins bien. Parce que des fois, on va trop vite, on va aller trop vite dans notre parentalité, que notre enfant il sache parler 3 langues couramment, qu'il soit autonome, propre, respectueux, qu'il dorme bien la nuit, etc. Que nous, on soit une maman avec la taille fine, en bonne hygiène de vie, avec un bon salaire, avec une vie de couple épanouie. En fait, on veut tout faire en même temps.
Et en fait, en voulant tout faire en même temps, on crée l'effet inverse, dont on en a parlé un peu tout à l'heure, et on arrive la plupart du temps à ce burn-out parental. Donc, chaque chose en son temps. Hein. On prend le temps de vivre, de savourer surtout le moment présent, ça qui est important, et puis de dire la suite, on verra. Enfin, le petit livre donc sur le burn-out que je voulais vous partager, c'est un livre de Anne Everard qui s'appelle tout simplement le guide du burn-out, et vous y retrouvez tout plein d'astuces justement pour prendre conscience, en sortir, partager aussi éventuellement, comme on le disait tout à l'heure, à des amis ou des connaissances qui peuvent être un peu dans ce processus. Et puis, vous allez aussi y trouver des formulations de phrases qui vont vous permettre, vous, de formuler plus efficacement possible l'accompagnement à des personnes dans cette situation-là. Et Anna, il y a quelque chose dont on parle très peu, mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y aurait des avantages à faire un burn-out? Très bonne question, Cécile. Effectivement, est-ce qu'il y aurait des avantages à faire un burn-out? C'est quelque chose que lorsqu'on est en train de vivre un burn-out, on ne peut pas voir effectivement. Par contre, les professionnels qui accompagnent des hommes ou des femmes qui ont traversé cette épreuve, et une fois seulement qu'on en est sorti, on peut se rendre compte qu'on peut tirer des choses positives de ces moments qui ont été particulièrement difficiles. Et notamment lorsqu'on entreprend un chemin de développement personnel qui nous permet de nous recentrer, de mettre nos besoins et notre personnalité au centre de notre vie. Puisque c'est finalement ça qui va nous permettre d'aller au-delà d'un burn-out, c'est de mieux se comprendre, se reconnecter avec nos qualités en tant que personne, en tant que mère, en tant qu'épouse ou en tant que parent. Et donc c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir également améliorer tous les pans de la vie dont nous avons envie. D'accord. Et Anna, une petite question du coup très personnelle. Est-ce que vous avez déjà personnellement fait un burn-out? Eh bien écoutez Cécile, je ne m'étais jamais vraiment posé la question. C'est vrai que j'ai eu des moments dans ma vie où j'ai éprouvé la fatigue dont on vient de parler, notamment lorsque j'ai commencé ma carrière professionnelle, j'étais dans une organisation qui était très exigeante et je pouvais passer 7 jours sur 7 pendant plusieurs mois au travail en pensant que je devais toujours faire encore mieux. J'étais très perfectionniste, c'est vrai. Et je me suis retrouvée un petit peu dans ce qu'on s'est dit, c'est-à-dire dans la culpabilité en tant que maman. Lorsque j'ai donné naissance à ma fille, je me suis mis un petit peu dans une spirale d'essayer de lui donner toujours le meilleur, avec les injonctions que je pouvais penser être nécessaires, donc comment faire pour que mon enfant soit tout le temps heureux. Et je me rends compte aujourd'hui que je me suis mis beaucoup de pression toute seule et que si on cumule un petit peu ce dont on a parlé, la fatigue, le perfectionnisme, la culpabilité, si à l'époque j'avais été voir un professionnel, peut-être qu'il m'aurait diagnostiqué un burn-out. Merci Anna pour ce partage en toute transparence. Votre petit mot de la fin, ça serait quoi ? Je souhaite à tous les parents, toutes les mamans, à tous les papas, de pouvoir se reconnecter avec ce qu'ils ont vraiment envie de réaliser. Et si dans leur quotidien, il y a beaucoup d'obstacles, alors de prendre le temps, en regardant des émissions comme celle-ci, ou en discutant avec d'autres parents, d'aller se reposer dans un premier temps et puis aller se poser des questions pour savoir comment on pourrait petit à petit améliorer les choses de la vie, le quotidien. D'accord, merci Anna. En conclusion, vous aurez compris que le burn-out n'est pas une fatalité. Ça peut être même un outil dont on peut se servir plus ou moins consciemment pour arrêter ce train de vie dans lequel on s'est laissé emporter et dont on s'est rendu compte que nous n'en voulions plus car il ne nous faisait pas du bien. Donc ça, on peut décider d'aller jusqu'au bout le plus rapidement possible pour enfin passer à autre chose. Ou si vous en avez la force, ce que je vous souhaite, c'est tout de suite enclencher un changement pour justement éviter ce burn-out qui reste quand même un moment plutôt difficile et désagréable et mettre en place petit à petit des éléments qui vont vous permettre de trouver de la sérénité dans votre vie de parent, mais surtout dans votre vie d'adulte, d'homme ou de femme, et
retrouver aussi un équilibre dans vos relations, que ce soit avec vos enfants, votre partenaire de vie ou même vos collègues et toute votre vie sociale. Je remercie Anna d'avoir été avec nous pendant cette émission et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour l'émission dans laquelle nous aborderons cette question: comment perdre confiance en soi grâce à son image lorsque l'on est maman? Et nous aurons une invitée avec nous pour nous aider à répondre à cette question.